Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, Gaël Giraud? Je suis directeur de recherche au CNRS, professeur à Washington à la McCourt School of Public Policy de l'université de Georgetown et directeur fondateur du programme de justice environnementale de cette même université. Gilles Ravoux. Moi, je suis enseignant d'économie à l'université Paris 8 qui se trouve à Saint-Denis, donc dans le département de Seine-Saint-Denis. Et je travaille aussi comme journaliste économique à Charlie Hebdo. Raphaël Rossello. Je revendique ma position de banquier d'affaires de l'économie réelle. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été un enjeu décisif pour lui, au sens où il a été pris, si je comprends bien, sous la coupe de David de Rothschild, Oui, absolument. l'ancien PDG de cette grande banque, et qui en 1981 a perdu sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild. Ouais. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui, lui, a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État, de manière qu'un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soit plus possible. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Donc il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo. Les enfants soldats au Congo sont des enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tous leurs vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. La personne Emmanuel Macron, sur laquelle on est très très focalisé, n'est pas très intéressante. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild, et ce programme, c'est la privatisation du monde. C'est ce que j'observe. Ce qui se passe avec EDF. Voilà. On va me dire, mais on vient de nationaliser EDF. Quel besoin l'État avait-il de nationaliser EDF à 100% alors qu'il en détenait déjà 84%? En fait, ce qui se cache derrière, c'est un projet de démantèlement d'EDF prévu par le gouvernement pour médiocriser l'État et privatiser tout ce qui peut l'être. De la même manière, je sais qu'il y a un projet de démantèlement de la Caisse des dépôts et consignations pour donner le monopole de la gestion du livret A aux banques. C'est ça quand même la vérité du programme de ce gouvernement, de cette majorité. Il a resacralisé le pouvoir en mettant les marchés financiers à la place de Dieu. En fait, en obligeant les États à se refinancer auprès des marchés financiers, en fait, on met les marchés financiers au-dessus des États. Et on donne aux marchés financiers le droit de nous dire quel type de politique publique on peut mettre en œuvre. Même chose avec la clause de défense des investisseurs. On est en train de dire que les investisseurs privés vont pouvoir faire un procès à un État souverain, si cet État met en œuvre un certain nombre de lois qui sont défavorables aux intérêts de l'investisseur. Dans les tribunaux d'arbitrage internationaux, dont on sait à l'avance qu'ils vont arbitrer en faveur des intérêts privés. Il y a à peu près 40 ans, mes chers amis du Parti Socialiste sont au pouvoir et vont procéder à la plus grande libéralisation de la Bourse de Paris, des marchés financiers, déjà au nom, à l'époque, du financement de la dette publique, l'idée étant de rendre la Bourse de Paris attractive pour les investisseurs financiers. La mondialisation sans aucune règle mine la démocratie. Il y a un conflit entre la mondialisation sans aucune règle et la démocratie. Le pire endroit de ce point de vue-là, c'est l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est un endroit où la mondialisation est la plus totale, puisque c'est l'endroit parmi les pays riches où les États se sont le plus dessaisis de leur souveraineté. Et effectivement, Emmanuel Macron vient de s'en rendre compte. Il a fait un entretien aux Échos, et où il dit cette phrase ahurissante de naïveté, où il dit « Les Américains soutiennent l'industrie américaine ». Bravo Emmanuel. Les Chinois soutiennent l'industrie chinoise. Bravo Emmanuel. Et nous, les Européens, faut que nous soutenions l'industrie européenne. Ce qui ne veut rien dire. Ce qui ne veut rien dire, c'est que l'industrie européenne, en fait, ça n'existe pas. L'Union européenne a été bâtie sur une lutte à mort entre les entreprises du continent européen. Et quand il y a eu des toutes petites tentatives de créer des champions européens, la Cour de justice, qui effectivement de façon fort logique a mis en œuvre les traités européens, a interdit toute création, et c'est pour ça qu'on n'a aucun géant européen dans à peu près rien, ni évidemment dans l'informatique, ni dans les nouvelles technologies, ni dans l'automobile. On est à la ramasse dans tous les domaines, et en fait ça a été une volonté mise en œuvre au nom de cette folie de la concurrence. Pourquoi est-ce qu'il fait la réforme des retraites, Emmanuel Macron? Il le dit très clairement, c'est un signal qui est envoyé à la Commission européenne, à la communauté financière mondiale, aux fameux marchés financiers mondiaux, et donc il revendique le fait que en fait, les gens qui s'intéressent, c'est ces gens-là, et que en fait, nous, effectivement, on va être sacrifiés pour envoyer le bon signal à ces trucs-là. Ce monde complètement dérégulé, soi-disant ouvert, en fait, on n'en veut pas. On n'en a jamais voulu, on n'a jamais voté pour, et ça nous a été imposé. Je suis absolument stupéfait de voir que mes camarades, c'est-à-dire les papy-boomers, ont été aspirés par ce phénomène financier, plutôt que de s'intéresser à construire des ponts, des tunnels, des médicaments ou des scanners. Non, non. On est arrivé à une forme d'élitisme où tu as un écosystème
dans lequel tu as les investisseurs, les banquiers d'affaires, les avocats d'affaires, et tu es là dans un entre-soi mondialisé qui, lui, considère que la vraie liberté, elle est matérielle. En réalité, on pourrait très bien éviter tout ça. On peut très bien re-réguler les marchés financiers, parce qu'on a cette idée que ce monstre est maintenant omnipotent, on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Les grandes étapes de la re-régulation sont bien connues. On sépare les banques de dépôt et de crédit, les banques traditionnelles, les banques où tu vas travailler, des banques de marché qui font de la spéculation sur les marchés financiers. Le Glass-Steagall Act. Oui, on remet en place un Glass-Steagall Act, mais on l'a pas fait. Alors Pierre Moscovici donc a mis en place en 2013 une fausse loi de séparation bancaire qui a été écrite par BNP Paribas et la Société Générale pour que ça ne sépare pas. Il y a des sources de ça? Oui, je peux pas les citer, mais oui, effectivement. BNP et la Société Générale sont allés à Bercy leur expliquer, écoutez les amis, on est un peu plus fort que vous, on vous a écrit la loi. Karine Berger et Pierre Moscovici ont fait passer cette loi qui est une loi scélérate, qui fait le contraire de ce qu'elle prétend faire. Donc le préambule de la loi dit il faut séparer, la loi ne sépare pas. En fait, il faut revenir sur cette loi. Une fois qu'on a séparé, on a mis fin au chantage des méga-banques systémiques françaises sur l'État, qui ne cesse de dire à l'État, vous ne pouvez rien faire contre nous, parce que si on meurt, vous mourrez avec nous. Parce que ces banques sont tellement grosses qu'aujourd'hui, si BNP, Société Générale, BPCE ou le Crédit Agricole faisaient faillite, l'État n'est pas capable d'assurer la garantie publique sur les comptes de dépôt à hauteur de 100 000 € par compte. Donc la première étape, c'est la séparation des banques. Deuxième étape, il faut re-réguler les marchés financiers, mettre fin au high frequency trading, le trading à haute fréquence où ce sont des logiciels qui font du trading 1 million de fois par seconde, ce qui n'a aucun sens économique. Troisième étape, il faut sécuriser les chambres de compensation. Une chambre de compensation, c'est quoi? On en a tous entendu parler. C'est un organisme international qui centralise les transactions financières entre grandes institutions au niveau international. Donc si, par exemple, la SocGen veut transacter avec Morgan Stanley aux États-Unis, elle passe par une chambre de compensation qui vérifie que la transaction se fait bien et que la chambre de compensation prélève une toute petite marge, et par ailleurs, elle-même est supposée avoir une espèce d'airbag financier avec la marge qu'elle prélève pour, au cas où une des contreparties ferait faillite, rembourser l'autre. Donc elle sert aussi de compagnie d'assurance implicite dans les transactions internationales. En les mettant en concurrence les unes contre les autres, ce qu'a fait malheureusement la directive EMIR, les chambres de compensation ont réduit leur marge, ont réduit le coussin, donc l'airbag, et aujourd'hui, si on avait un gros établissement financier qui faisait faillite, les chambres de compensation elles-mêmes feraient probablement faillite. Donc effet domino sur la totalité de la planète. Donc il faut remettre les chambres de compensation sous tutelle publique internationale et cesser de les mettre en concurrence comme on l'a fait. Donc les grandes étapes sont connues. On peut maîtriser le monstre si on veut le faire. C'est très connu comme toujours, effectivement, que notre cher François Hollande était président de la République. C'est lui qui a activement torpillé le petit début de régulation qui effectivement était prévu au niveau de l'Union européenne. Nos banques françaises sont parmi les plus grosses du monde. Elles sont beaucoup, beaucoup plus grosses qu'elles ne devraient être, entre guillemets, du fait de la taille de notre pays. La BNP, la Société Générale, c'est des monstres mondiaux depuis des décennies déjà. Nous sommes aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, au Japon, à la croisée des chemins par rapport, en termes d'économie politique, par rapport au type de société qu'on veut construire dans les années qui viennent. Les seuls qui ne veulent pas en entendre parler, c'est les banquiers des marchés financiers. On a tous compris qu'il faut décarboner. Mais il y a deux manières de décarboner. Il y en a une qui est celle à laquelle pensent tous les militants écolos, qui est une société, disons, où on décentralise le pouvoir de production énergétique, avec chacun a son éolienne dans son jardin, ses panneaux photovoltaïques sur les toits, etc. Démocratie participative. C'est ce à quoi beaucoup d'écolos pensent, et ils ont bien raison. Hélas, il y a une deuxième option, qui est au contraire un État très centralisé, très autoritaire, complètement antidémocratique, en alliance avec un capital privé, qui se fiche pas mal de la question de la démocratie et de la justice sociale. Pourquoi? Parce que les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus capitalistiques que les infrastructures liées aux énergies fossiles. Donc on a ces deux grandes options. La deuxième, aujourd'hui, est incarnée par la Chine, qui continue de fasciner une partie de nos élites européennes, parce qu'on évacue le risque parlementaire. Le risque parlementaire, ça veut juste dire la démocratie. Ce que ce gouvernement et cette majorité actuelle sont en train de faire, c'est d'essayer de nous pousser doucement vers la deuxième option. Il y a factuellement une responsabilité majeure d'une certaine gauche, et que tant que cette gauche-là n'aura pas reconnu ça, je crains vraiment, pour dire simplement, je crains vraiment pour l'avenir de la démocratie en France et ailleurs. Pour être très concret, aux États-Unis, qui a été le plus grand héros de la mondialisation? Les personnes qui ont été les plus enthousiastes auprès de la mondialisation, les personnes qui ont signé le plus grand accord commercial des États-Unis de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, c'est Bill Clinton. C'est la gauche progressiste. Au Royaume-Uni, la personne qui a été la plus enthousiaste en faveur de la mondialisation, ça a été Tony Blair.
De même qu'en France, les personnes qui ont fait cette atroce surmondialisation, cette hypermondialisation qu'est l'Union européenne, c'est Jacques Delors et François Mitterrand. Et ces gens-là, si vous voulez, ont additionné un discours enthousiaste, moralisateur, bénéfique de la mondialisation, alors que là, pour le coup, pour reprendre, si on était un tout petit peu honnête sur le plan économique, il n'y avait aucune chance que ça bénéficie à la classe moyenne, parce que même dans les pires manuels de notre discipline, il est clairement dit, alors vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, le libre-échange fait des perdants, on sait très bien qui c'est des gens qui sont dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Quand vous réduisez les droits sociaux, comme c'est le cas depuis des années, quand vous dites, comme tous les gouvernements nous ont dit, que les problèmes c'est de notre faute à nous les salariés, lorsque la pauvreté progresse, eh bien les gens sont de moins en moins solidaires. On sait que l'espérance de vie diminue aux États-Unis, qu'effectivement on a toute une classe ouvrière américaine qui vit tellement mal que les gens se droguent, c'est connu, et que l'espérance de vie a chuté. La qualité de vie psychologique des gens s'effondre à un seuil qui est à 1 500 € par mois. Petit problème, c'est 30% de la population. Et donc, effectivement, moi, je considère qu'on peut dire aujourd'hui qu'en France, en gros, 1 personne sur 3 est pauvre. Il y a une pauvreté massive dans notre pays. Il y a un mythe qui est celui du chômeur assisté. Il faut rappeler qu'il y a 40% des chômeurs uniquement qui touchent les allocations chômage. Il y a 60% des chômeurs qui ne touchent pas, qui ne perçoivent pas leurs allocations chômage. Pas. Soit qu'ils ne la réclament pas, soit qu'ils n'y arrivent pas, soit qu'ils... Voilà. Les chiffres du chômage sont essentiellement trompeurs. En réalité, aujourd'hui, en équivalent temps plein, on a 30% de chômage en France. Donc le fantasme du chômeur assisté, ça c'est encore une construction idéologique pour culpabiliser un certain nombre de gens, diviser les salariés entre eux et dire « Ah mais regardez, en fait, on va arrêter de les payer, on va réduire les allocations chômage ». Donc il y a eu une espèce de coalition d'une certaine social-démocratie qui en réalité était à mon avis un peu perdue du point de vue doctrinal, avec Pascal Lamy à l'OMC, Jacques Delors à l'Europe, y compris quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn au FMI. Voilà. Et donc toutes ces grandes institutions internationales ont collaboré pour construire la globalisation marchande telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle nous fait souffrir. Le paradoxe, c'est que ce soit la social-démocratie qui l'ait fait. Pourquoi ? À mon avis, parce qu'il y a eu une espèce de fascination dans les années 80 pour les marchés financiers, à gauche, parce que les marchés financiers représentaient, d'un point de vue complètement imaginaire, une espèce d'alternative à la lutte des classes. Pourquoi ? Parce que dans les banques, sur les marchés financiers, il n'y a pas de col bleu, il n'y a pas d'ouvriers, c'est pas sale, il n'y a pas de grandes cheminées fumantes qui polluent, etc. Et donc, d'une certaine manière, ça donnait l'illusion d'un monde socialement apaisé, dans lequel tout le monde pourrait collaborer, les cols bleus et les cols blancs, parce qu'il n'y avait plus de cols bleus. Et donc je crois que c'est pour ça la fascination d'une partie de la gauche pour les marchés financiers. À cette même période où j'ai commencé, moi, à travailler, il y avait cette espèce d'élite internationale qui décriait le paternalisme industriel et qui en fait pensaient qu'ils étaient eux-mêmes concepteurs et contributeurs d'une cité idéale dans laquelle justement il n'y avait plus de lutte de classe, puisque par le progrès qui passait par la technologie, par toute une série de dispositions, on allait accéder à une sorte d'euphorie dans laquelle justement il n'y avait plus de lutte de classe. Et ce que tu décris, moi je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, c'est que c'est en fait la social-démocratie progressiste qui s'est, de mon point de vue, affranchie de l'origine du progrès. Le progrès de Victor Hugo, c'est-à-dire fondamentalement la défense de la veuve et de l'orphelin, a été escamoté dans la mesure où ils ont été séduits par une forme progressiste d'idéal, et pratiquement en disant non, mais la veuve et l'orphelin, elle va trouver sa solution dans cette sortie par le haut. Si, tout à fait. Je suis le témoin dans mon propre entre-soi. Nous avons contribué à une imposture d'une croissance qui s'est substituée à la prospérité. Le mot de croissance qui s'est substitué à la prospérité est devenu la boussole au moment où elle a commencé à décliner, à 10 ans près. Des pays comme les États-Unis sont rentrés dans une période de croissance à crédit permanent. Et donc, quand on fait la simple soustraction de façon arithmétique depuis 40 ans, s'il n'y avait pas eu le crédit, nous aurions été au mieux en stagnation, au pire en récession. Bon. Première imposture. Et la deuxième, ce nom de la valeur. Absence de vraie croissance, que je qualifierais de naturelle, de bio, et absence de vraie création de richesse, fait que effectivement, à partir du moment où le gâteau, le vrai, est resté à peu près constant, celui qui rentre aujourd'hui
il va mécaniquement me prendre une partie. Exactement. Et au lieu, donc là c'est la dimension chrétienne que je veux dans ma vie. Ton ami chrétien qui est à ta gauche. Ah, absolument. Non, mais je revendique d'être un chrétien et de dire, à ce moment-là, il faut organiser la vie pour que l'autre soit accueilli. Mais ça, je peux te dire que dans mon univers, je suis à ce moment-là traité de bolchevique, etc. De toute façon, on le sait tous. Hein. C'est un chrétien bolchevique. Effectivement, lorsque le gâteau économique cesse de croître, le voisin devient mon ennemi. La responsabilité de l'État, c'est de faire en sorte que vous n'ayez plus peur. La politique d'Emmanuel Macron, c'est d'activement créer cette peur. Il souhaite que nous ayons peur de l'avenir, c'est pour ça qu'il nous baisse nos retraites. Il souhaite que nous ayons peur du chômage, c'est pour ça qu'il baisse l'allocation chômage, puisque la peur, évidemment, est un moyen très simple de contrôler les populations. Emmanuel Macron a un projet politique avec un P majuscule très très clair, qui est effectivement de faire activement reculer le bien-être, la démocratie sociale, pour avoir de plus en plus de pouvoir sur nos vies et sur nos sociétés. Qu'est-ce que c'est la crise des années 30 ? C'est la démonstration que le libre marché peut s'autodétruire, peut détruire l'économie, peut détruire la démocratie. C'est-à-dire que le marché laissé absolument à lui-même, quand il n'y a pas d'institution sociale ni d'État pour l'encadrer, pourquoi est-ce que le seul fait économique majeur qu'on enseigne vraiment à tous nos lycéens, c'est la crise de 1929, parce que la fin de la crise de 1929, c'est Auschwitz, c'est le nazisme. C'est pour ça que c'est enseigné. J'ai dû conclure à peu près 250 ou 300 transactions financières dans ma vie. Honnêtement, la rationalité des transactions que j'ai faites, mais elle est extrêmement rare. Et mes grands confrères de Londres, de Francfort ou de New York me disent « mais j'ai un pistolet qui est plus gros que le tien et je veux te le démontrer ». Il faut que le secteur coopératif et associatif qui doit représenter, je sais pas, 10-15% du PIB de l'Occident, il faut qu'il double. Si on veut apaiser les choses, il faut que ce secteur... Or, ça pose un énorme problème et ça, c'est mon appel à un chantier qui me passionnerait, c'est comment apporter des fonds propres à l'économie coopérative. Un couple d'ouvriers dans les années 75-80 à Paris vivait dignement avec ses 2-3 gosses, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Son salaire augmentait dans cette période-là de 10% parce que les prix augmentaient de 10%, etc. etc. Bien. Quel est le problème ? C'est qu'aujourd'hui, il y a dans mon univers du monde de l'investissement, une espèce de panique, parce que si l'inflation se propage, elle met à néant l'imposture de la création de valeur. Il y a une volonté de surtout éviter que cette inflation passe des coûts au salaire, puis des salaires aux coûts. Comme nous connaissons aujourd'hui les mécanismes, on pourrait le laisser filer pendant 2, 3, 4 ans, et puis petit à petit, doucement, revenir, plutôt qu'effectivement accélérer les drames que nous allons connaître. L'inflation, effectivement, va donner un sacré coup de rabot, dans la mesure où les MEDEF français et internationaux disent « il ne faut surtout pas propager le phénomène de l'inflation ». Donc, contrainte dans l'immédiat. Si les salaires suivent l'inflation, qu'est-ce qu'elle fait essentiellement ? Elle rogne ce qu'on appelle le fixed income en anglais, c'est-à-dire les revenus fixes de ceux qui sont riches et qui ont acheté des obligations, par exemple de la dette, et qui attendent simplement d'avoir les intérêts sur la dette. Et donc l'inflation rogne ces revenus-là. Mais ces revenus-là, c'est des revenus de personnes favorisées et en général âgées. La phobie anti-inflationniste, typiquement allemande par exemple, qui a des vieilles racines, c'est un choix politique. Quand on choisit de lutter contre l'inflation, on choisit d'opter pour le chômage. Puisqu'en réalité, d'un point de vue économique, il y a un vrai dilemme, inflation-chômage. Si on ne veut pas d'inflation, on aura du chômage. Si on veut lutter contre le chômage, il faut accepter un petit peu l'inflation, à condition que ça ne dégénère pas en hyperinflation à la libanaise ou à la turque aujourd'hui. La grande question qui nous est posée à plusieurs milliers de milliards, c'est est-ce qu'on a atteint le pic d'extraction du pétrole au niveau mondial, aujourd'hui, toutes techniques confondues. Donc on l'a atteint au niveau, avec les techniques conventionnelles, entre 2006 et 2008. Il est possible qu'on l'atteigne dans cette décennie. Ce que ça va signifier, c'est qu'il sera impossible à partir de ce moment-là d'augmenter la quantité de pétrole qu'on extrait du sous-sol, même avec les fracturations hydrauliques de la roche, etc., même avec le pétrole de schiste. Et voilà. Si on continue de dépendre massivement du pétrole, comme on en dépend aujourd'hui, en particulier pour la mobilité, ça veut dire qu'il n'y a plus de prospérité possible. À mon avis, si on ne fait toujours rien et qu'on continue de détruire l'État social et qu'on ne prend aucune mesure pour avancer du côté de la transition écologique, c'est la voie libanaise.
C'est-à-dire une détérioration progressive à la fois de la démocratie libanaise, des institutions politiques, de l'économie libanaise, la fuite des cerveaux et des jeunes qui quittent le pays depuis des années. Donc une diaspora libanaise qui est plus puissante aujourd'hui que l'économie libanaise sur le territoire, et à la fin un gigantesque hold-up du Liban réalisé par le secteur bancaire libanais, qui a transféré une partie des ressources monétaires libanaises en Suisse, avec les yeux fermés de la communauté internationale. Moi j'ai participé à une réunion au FMI en 2017 probablement, sur la crise libanaise. C'était très clair pour toutes les parties prenantes autour de la table que l'économie libanaise allait s'effondrer, que la seule chose qui tenait encore debout, c'était la Banque centrale, mais que la Banque centrale avait organisé ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que pour récupérer des réserves dont elle avait besoin pour maintenir la devise libanaise, elle empruntait auprès de la diaspora libanaise, elle empruntait à A, lorsqu'il fallait rembourser à A, elle empruntait à B, etc. Ça s'appelle une pyramide de Ponzi. C'est complètement interdit. Et on sait qu'une pyramide de Ponzi se termine toujours par l'effondrement, toujours. Donc en réalité, dès 2017, ce qui se passe aujourd'hui au Liban était parfaitement prévisible. La communauté internationale, la France en particulier, n'a strictement rien fait. Donc maintenant, on va donner des leçons aux Libanais pour leur expliquer la vie, mais ils savent très bien que la France, en réalité, a laissé tomber le Liban depuis 2017. Et ce temps a été gagné par le secteur bancaire libanais pour transférer une partie de ses ressources hors du pays. Donc c'est ça, à mon avis, le scénario qu'il faut éviter à tout prix et qui nous pend au nez, surtout si, entre-temps, on est passé à la monnaie digitale qui fera les délices du secteur bancaire français.